C'est un fait, les gens vivent de plus en plus longtemps. Grâce aux découvertes scientifiques et notamment à la recherche médicale, on peut rester actif jusqu'à un âge avancé. Et nombre d'enfants nés aujourd'hui deviendront centenaires. Une perspective qui comporte de nombreuses possibilités, mais aussi de grands défis. Safia Westphal est philosophe de formation. Elle tient une chronique hebdomadaire dans l'émission Les Visiteurs du Soir sur la chaîne Hélène 24. À seulement 27 ans, elle nous parle de longévité, de tabous et de bonheur. Quand j'étais très jeune, quand j'étais enfant, me semblait âgé quelqu'un qui avait 50 ou 60 ans. Aujourd'hui que j'ai 27 ans et que mon père en a 62, je le trouve extrêmement jeune, il ne me paraît pas vieux du tout. Et je me refuse à croire que mon père est vieux. Et il ne l'est pas, d'ailleurs. Bienvenue sur le podcast Vivre plus longtemps de NN. Certes, on vit plus longtemps. Mais une vie plus longue rime-t-elle avec bonheur ? C'est une question qui est très intéressante, mais à la fois très complexe. Pourquoi ? Parce qu'avant même d'envisager ce qui a trait à l'allongement de la vie, il faut pouvoir appréhender la définition du bonheur. Est-ce que le bonheur se définit d'un point de vue quantitatif ou d'un point de vue qualitatif ? Est-ce que la vie et le bonheur qui lui est inhérent se définit d'un point de vue de sa densité ou d'un point de vue de sa qualité, d'un point de vue de sa nature ou d'un point de vue de l'importance qu'elle peut prendre sur le plan temporel ? Et en fait, ce qui m'apparaît important, c'est non pas de savoir la densité, c'est non pas de connaître la densité de la temporalité, mais la façon dont on s'y inscrit. Comment s'inscrit-on dans la temporalité ? Comment habite-t-on cette temporalité, qu'elle soit courte ou longue ? Par contre, il est quand même important de noter que l'allongement de la durée de la vie, ou en tout cas l'aspiration à allonger la durée de vie, notamment sur le plan sociétal, est symptomatique de la nature d'une société. C'est symptomatique de la nature d'une société, c'est-à-dire que ça peut indiquer qu'on se trouve dans une société qui tend à faire en sorte que l'existence de chaque individu dans son individualité soit pérenne. Et en ce sens, on peut considérer que des individus qui évoluent dans une telle société sont des individus qui potentiellement pourraient davantage accéder à ce qui a trait au bonheur. Parce qu'ils s'inscrivent dans un contexte au sein duquel leur vie compte et n'est pas lésée. Mais il y a autant de définitions du bonheur qu'il y a d'individus. Certains individus appréhenderont une vie longue comme étant effectivement quelque chose qui a trait au bonheur parce que ça permet un déploiement, ça permet une réalisation. D'autres y verront quelque chose comme étant un vecteur absolument secondaire. Donc est-ce que l'allongement de la durée de la vie est symptomatique du bonheur ? Dans l'absolu, ça me semble être une extrapolation de le dire, mais est-ce que c'est symptomatique d'une société qui s'intéresse au bonheur de ses membres ? Probablement. En fait, on aspire en majorité à vivre plus vieux, alors que notre société ne considère peut-être pas suffisamment les personnes âgées. Ne serait-ce pas un peu paradoxal ? Oui, et probablement aussi, et c'est en ce sens que je disais que l'allongement de la durée de vie, ou en tout cas l'aspiration à cela, pouvait être symptomatique de la considération sociétale, mais pas forcément être une réponse, et notamment sur ces questions. Et donc, si ça peut être symptomatique de ça, ça peut aussi, à contrario, être symptomatique du fait qu'on vit dans une société d'illusion, où on a probablement, sinon le sentiment, en tout cas l'aspiration inconsciente à l'immortalité, où on s'inscrit dans une forme d'immédiateté qui tend à nous faire penser que toute l'existence relève de cela, ce qui engendre, dans une certaine mesure, une sorte de rejet des personnes qui sont le symbole de la non-immortalité. Parce que, en fait, lorsque on pense à s'employer à densifier la vie d'un individu jeune ou plus ou moins jeune, on est encore dans une forme de possibilité ou de potentialité de ce rallongement. Donc de potentialité, si on pousse les choses à l'extrême, de potentialité d'immortalité. Face à la personne âgée. On est déjà dans une forme de résignation, parce qu'elle est le symbole justement
qu'on est impuissant face à ça, que nous sommes des êtres finis. Et d'un point de vue, même sur le plan sociétal et même sur le plan de la rationalité, c'est effrayant. Je pense que c'est effrayant. Et qu'au lieu de considérer ces personnes comme étant des modèles de réalisation, parce qu'elles sont là, qu'elles sont toujours là, qu'elles ont une sagesse et une expérience de la vie qui est autrement plus dense et plus en relief, on les considère effectivement comme étant le symbole de la peur de la mort. Et donc au lieu de les considérer et de les appréhender comme étant un point de repère, on en fait des individus lésés. Et c'est vraiment regrettable. La mort représente un tabou important, un phénomène relativement récent dans nos sociétés. Quel est le regard d'une jeune philosophe comme Safia Westphal sur ce sujet ? Il y a un tabou qui a trait à la mort et à la finitude de l'homme, qui n'était pas forcément le cas dans les générations précédentes, qu'il est aujourd'hui. Personnellement, j'ai très peur de la mort et j'ai très peur de l'inexistence infinie. Parce que si je ne suis pas athée, que je me considère davantage agnostique, dès l'instant où, pour moi, l'homme étant un être fini, il n'a pas la possibilité d'appréhender l'après-mort. Donc, pour moi, l'athéisme, au même titre que la religion, est un acte de foi, parce que c'est une spéculation sur l'après-mort, à mon sens. Donc, malgré que je me positionne plutôt dans une perspective d'agnosticisme, je suis tout à fait terrifiée relativement à cela. Donc, partant de mon cas personnel, qu'est-ce qui fait défaut à ma position pour que j'ai ce type d'angoisse ? Je pense que ce qui fondamentalement change le rapport à la mort et plus largement à la finitude humaine aujourd'hui, c'est que auparavant, la mort était considérée comme un aboutissement ou une étape. Et donc, il y avait dans la conscience humaine cet infini espoir de nouvelles formes de réalisation d'ordre non terrestre et spirituel. Donc, forcément, il y a une angoisse profonde et absolue, je pense, qui naît dans l'esprit des individus, et elle peut être incarnée de deux manières. Soit elle est balayée de l'imaginaire, et l'individu s'inscrit, comme je le disais il y a peu de temps, dans une forme d'illusion d'immortalité et se vit dans une forme d'instantanéité et d'immédiateté toujours répétée et ne veut pas voir la mort, donc ne veut pas voir ses aînés. Soit il est pétrifié. Et donc il est tout le temps dans une forme de questionnement et d'introspection pour savoir comment réinsuffler du sens à son existence alors même qu'il va mourir. Et alors, la plupart des individus passent de l'un à l'autre. Nous sommes des êtres qui, parfois, ont un besoin de cette illusion parce que c'est un besoin de survie, et c'est pour ça que la mort est devenue tabou, et parfois qui ont un besoin de réinvestissement de ces questions pour donner un sens à leur existence. Et je pense que c'est cette dialectique qui fait la nature humaine. Je pense que pour révolutionner les questions qui ont trait à la longévité de la durée de vie, mais plus largement les questions autour de la mort, il faut travailler la question de l'imaginaire, encore une fois. En fait, l'imaginaire, évidemment, est quelque chose d'éminemment singulier et individuel, mais par-delà cela, il y a aussi un imaginaire collectif. Et je pense qu'aujourd'hui, l'imaginaire collectif se veut extrêmement lissé, consensuel et illusoire, en ce sens qu'il n'accepte plus que l'on vit dans une société extrêmement contrastée, avec des générations, avec tout type de génération, avec tout type de religion, avec tout type de considération, et que si l'on admet qu'on vit dans une société qui est en réalité non consensuelle et dans une forme d'opposition de ses membres, on rentre dans une plus grande acceptation. Et effectivement, sur la question spécifique de l'allongement de la durée de vie, la reconnaissance de l'existence à part entière des aînés qui ne seraient pas seulement des rebuts, qui ne seraient pas seulement des individus
qui sont en voie de s'en aller et dont du coup il ne serait plus pertinent de penser. Mais les considérer comme des membres à part entière de la société, c'est non pas seulement changer rationnellement l'un ou l'autre élément, c'est repenser l'imaginaire collectif. Et je pense que effectivement, il y a des mesures qui doivent être mises en place sur le plan purement pragmatique, rationnel, j'entends. Mais sur le plan philosophique et sur le plan de la philosophie politique, retravailler l'imaginaire collectif et redonner une place aux aînés, c'est reconsidérer la valeur de leur vie en tant que telle et pour ce qu'elle est, et non pas de façon purement générique. Safia Westphal souligne donc l'importance de l'imaginaire, de quoi nous faire accepter une certaine absurdité de la vie. Oui, l'imaginaire est crucial au sein de la société et sur le plan humain. Il est crucial à plus d'un titre, à mon sens et de mon point de vue philosophique et personnel, parce que si l'on repart du prisme de la finitude et de la mort, vu que c'est quand même ce qui occupe notre entretien, génère à la vie ces questions une dimension d'absurdité. La vie, par définition, si l'on s'extrait des considérations de l'instantanéité, justement, donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire demain, est-ce que j'ai bien redécoré ma maison, est-ce que c'est joli, est-ce que tu as vu ma nouvelle blouse, etc. Lorsque l'on sort des considérations de l'instantanéité, qui sont extrêmement importantes, qui font l'essence de la vie humaine et qui sont loin d'être des considérations secondaires ou qu'il faut dénigrer. C'est ça aussi qui fait la vie, indéniablement. Mais lorsque l'on s'en extrait pour penser vraiment au sens profond de la vie, on en identifie l'absurdité parce que, par définition, on vit au monde pour le quitter. On construit, on se réalise et puis on s'en va. De façon potentiellement définitive et rédhibitoire. Donc il y a une dimension d'absurdité extrêmement grande. La vie, c'est l'absurde. Je pense que la quête du bonheur, c'est d'œuvrer contre cette absurdité, c'est de réinsuffler du sens à la vie humaine. Et je pense qu'on ne peut réinsuffler du sens à la vie humaine de façon monochrome. Je pense que c'est extrêmement hétéroclite. Et c'est propre à chacun. Donc on ne peut le faire autrement que par des tentatives qui nous sont propres et singulières et qui relèvent de notre imaginaire. Et on peut aussi le faire d'un point de vue collectif. Et donc on parle aussi d'imaginaire collectif. Et je pense que c'est ce mouvement de va-et-vient entre l'imaginaire de soi et l'imaginaire du nous qui permet probablement de s'approcher de quelque chose qui pourrait ressembler au bonheur. L'imaginaire, il est aussi, parce que c'est quand même un élément important, inondé par l'amour. Il est aussi inondé par l'amour que l'on a à l'égard des siens, l'amour que l'on a à l'égard des idéaux, l'amour que l'on a à l'égard de soi. Et donc, c'est un champ extrêmement large et la connotation que je lui confère est extrêmement grande. C'est important de le souligner. On a tendance à réduire le champ de l'imaginaire à l'imagination. Ce qui effectivement y a trait. Mais pas seulement. Ça peut prendre une portée affective, existentielle et politique. Il y a encore 50 ans, on était vieux à 50 ans. Par la suite, ce fut 65, aujourd'hui peut-être 80. Alors c'est quoi être vieux aujourd'hui ? C'est amusant. Vous me demandez ce que signifie être vieux aujourd'hui. Et je me rends compte qu'il y a plusieurs formes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a l'aujourd'hui évidemment de la contemporanéité, l'aujourd'hui de 2021, l'aujourd'hui du XXIe siècle. Et puis il y a les aujourd'hui de la vie d'un individu. Et en fait, je pense que c'est davantage cela qui détermine la définition de ce qu'est un être vieux ou pas. Je me rappelle que j'ai eu une conversation il y a des années, et vous savez, parfois, il y a des petites conversations comme ça qui relèvent du détail et que
l'esprit, l'imaginaire encore, retient plus que d'autres. Et pourtant, c'est juste des petits éléments qui pourraient être insignifiants dans une vie et qui, à l'échelle d'autres, sont peut-être moins importants. J'étais à un arrêt de bus et j'attendais mon bus pour aller probablement à l'école. Oui, je devais être au début de mes années secondaires. Et il y avait une dame à l'arrêt de bus qui devait avoir à peu près 80 ans, un peu plus, en tout cas elle les avait. Et je discutais avec elle parce que le bus se faisait attendre et donc finalement on se retrouvait toutes les deux à cet arrêt de bus et on discutait. Et elle me disait, vous savez, moi quand j'étais enfant et qu'on me parlait des gens de 40 ans, je me disais mais qu'est-ce que c'est vieux 40 ans ? Et aujourd'hui, j'ai 80 ans et j'ai le double de cet âge et je suis encore là et je veux encore vivre et j'aime encore la vie. Et c'est là que je sais que cette conversation a eu sur moi une incidence sur ma réflexion, ce qui fait que des années encore, ça fait plus de 10 ans que j'ai eu cette conversation, je ne peux même pas exactement vous donner le souvenir des traits de cette dame, mais en tout cas, je me souviens d'elle, elle est peut-être probablement plus en vie aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué et je pense qu'elle voyait juste, je pense qu'il y avait une vérité dans son analyse qui n'était pas forcément une analyse, c'était juste une constatation mais qui amène à l'analyse. Qu'est-ce qu'être vieux ? Pour moi ça n'a strictement rien à voir avec les époques ou les ères ou les sphères de temporalité ou l'évolution de l'histoire. C'est à voir avec le parcours d'une vie et je suis sûre qu'à mesure que moi je vieillirai, l'âge d'être vieux me paraîtra de plus en plus éloigné. En tout cas, j'espère pouvoir atteindre un âge où moi-même je me dirais tiens, cette fois-ci, peut-être que tu es vieille et cette fois-ci, peut-être que tu es prête à partir et peut-être que tu peux être en paix avec ça. Et je pense que finalement, peut-être que la réponse, elle est là, elle vient de soi, elle vient pas des autres, elle ne doit pas être déterminée par une société ou par une considération. Mais je pense qu'arriver à un âge où on n'a plus peur, où c'est plus un tabou, parce qu'on se considère soi-même vieux, parce qu'on considère soi-même qu'on a une vie de réalisation, d'accomplissement et de bonheur qui est telle qu'on peut partir, alors là oui, peut-être qu'on est vieux. Mais alors ça prend une dimension positive, ce n'est plus une dimension discriminante ou de tabou, et ça tend à l'émancipation, à la libération de l'individu. Mais c'est extrêmement personnel à mon sens, ça ne peut pas être un critère objectif. Je ne sais pas si le terme vieux est péjoratif dans nos sociétés, mais je pense qu'en tout cas, il est effrayant. Et en fait, c'est ça. Je pense que, d'une part, pour résumer ma pensée, il ne peut y avoir de critères objectifs de ce qu'est un être âgé ou pas. Ça doit être profondément intrinsèque, à mon sens. Et est âgé, pour moi, ou peut se considérer comme âgé pour moi, un individu qui est prêt à s'en aller. Et pour moi, c'est un idéal en tout cas. Si on peut considérer un idéal d'existence sous cet axe, sous ce prisme et sous ces problématiques-là, c'est considérer qu'être âgé, quelqu'un qui est prêt à partir. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont prêts à partir beaucoup plus tôt. Et alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça déplace les lignes, ça fait bouger les lignes, parce qu'il n'y a plus encore une fois, de notion figée de ces éléments de la vie et de la mort. Désirez-vous découvrir plus longuement notre podcast Vivre plus longtemps ? N'hésitez pas à visiter notre site nn.be.